Merci à vous, merci à tous les intervenants. Chers amis, tous ceux qui s'intéressent à l'actualité voient bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup de nuages noirs qui s'accumulent sur l'Union européenne, depuis quelques mois et même depuis quelques années. À l'intérieur, le Brexit, les gouvernements nouveaux d'Italie, de Hongrie, de Pologne, etc., la montée des populismes et des nationalismes. À l'extérieur, Poutine, Trump, Erdogan et quelques autres. Tous les intervenants à cette table ronde ont évoqué les problèmes intérieurs de l'Europe et ses défis et ses insuffisances, et en même temps les propositions pour y remédier. Donc je ne vais pas y revenir. Mais je voudrais insister et commencer par ce que Jean-Pierre Raffarin évoquait ce matin, esquissait plutôt ce matin, parce que ce n'était pas le fond de son discours, les nuages noirs qui existent aussi et peut-être surtout du fait des ennemis de l'Europe. Il y a quelques jours, au mois d'août, il y a un événement qui était important et qui est passé à peu près inaperçu. La ministre des Affaires étrangères de l'Autriche s'est mariée. Toutes nos félicitations. Elle a trouvé que ce serait une très bonne idée, et je vais m'interrompre pour saluer l'arrivée d'Alain Juppé, que je vous demande... On accueille Alain Juppé, ancien Premier ministre, maire de Bordeaux, qui nous fait l'honneur et le privilège d'être avec nous aujourd'hui pour notre congrès fondateur. Alain Juppé. On a le privilège de recevoir Alain Juppé pour notre congrès fondateur. Merci à Alain Juppé d'être parmi nous. C'est un moment fort. On est tous très heureux d'accueillir Alain Juppé. Merci beaucoup. Et Claude Malhuret va reprendre son discours. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, cher Alain Juppé, d'être à nos côtés cet après-midi dans ce congrès fondateur d'Agir. C'était pour nous tous ici un immense honneur, mais c'est aussi un immense plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous. J'étais en train d'évoquer les périls qui menacent aujourd'hui l'Europe et j'avais commencé une petite anecdote que je reprends donc. Il y a quelques jours, au mois d'août, un événement important est passé inaperçu. La ministre des Affaires étrangères de l'Autriche s'est mariée. Et elle a trouvé que ce serait une excellente idée d'inviter le Premier ministre autrichien, ce qui paraît normal, mais d'inviter aussi les 6 ministres du FPO, c'est-à-dire l'équivalent du Front National en Autriche, qui gouverne aujourd'hui. Et elle a trouvé que ce serait une encore meilleure idée d'inviter Vladimir Poutine. Au moment où les diplomates russes sont chassés de tous les pays d'Europe et des États-Unis, au moment de l'Ukraine, de la Crimée, de l'affaire Skripal, la ministre des Affaires étrangères autrichienne invite Vladimir Poutine à son mariage. Évidemment, il ne s'est pas fait prier 2 fois, il est venu. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec un orchestre cosaque. Quel symbole! Il a dansé avec la mariée et il a prononcé un discours dans un excellent allemand, puisque, comme vous le savez, il a passé des années comme colonel du KGB à Dresde pour mater l'Allemagne de l'Est sous la botte soviétique. C'était une très belle journée, surtout si l'on pense que l'Autriche occupe aujourd'hui la présidence tournante de l'Union européenne. Et c'était un excellent symbole pour illustrer la coalition de ceux qui veulent la mort de l'Europe depuis l'intérieur et de ceux qui la veulent depuis l'extérieur. Alors je commencerai par ceux
qui la veulent depuis l'extérieur, et à tout seigneur, tout honneur, par Vladimir Poutine. La cyberintervention directe dans les processus électoraux européens n'est que la dernière agression en date. Au fur et à mesure, on oublie. Mais pour ceux qui auraient oublié, j'ai dressé une petite liste de ce que Poutine a fait depuis 10 ans contre l'Europe et en plus, en général, contre l'ordre du monde tel qu'il est. Et quand on met les choses les unes après les autres, vous allez voir, ça fait beaucoup. L'intervention en Géorgie, je suis sûr que Nicolas Sarkozy s'en souvient. Le soutien aux sécessions de l'Ossétie, de l'Abkhazie, du Nagorno-Karabakh, de la Transnistrie, l'annexion de la Crimée, l'invasion quasi ouverte de l'Est de l'Ukraine, les pressions sur la Moldavie et les pays baltes, la violation des espaces aériens norvégiens, finlandais et portugais, l'envoi de sous-marins dans les eaux territoriales suédoises, les menaces contre les navires danois, l'augmentation de 30% du budget militaire, la dénonciation quasi maladive de l'OTAN, la propagande anti-occidentale massive, la chasse aux ONG de défense des droits de l'homme, la destruction du Boeing de la Malaisie aérienne, la Syrie, l'affaire Skripal, et évidemment je passe sur les enlèvements, les assassinats, les emprisonnements. Ça fait beaucoup et ce n'est qu'un petit échantillon. Je suis effrayé, ou plutôt sidéré, qu'avec le bilan qu'il a et que je viens de vous rappeler, Poutine puisse avoir encore en France non seulement de la tolérance, mais des partisans. Je ne parle pas des Mélenchon ou des Le Pen, qui l'adorent, qui, l'apostrophe, l'adorent. Ils ont, pour repérer les dictateurs, un flair quasi infaillible, aussi infaillible que celui des chiens quand ils se reniflent là où je pense. Mais que des responsables politiques, hélas de plus en plus nombreux, de la droite républicaine, le soutiennent eux aussi, lorsqu'on pense à la liste que je viens d'évoquer, cela peut nous interpeller. Du côté de l'Ouest, d'ailleurs il est assez à l'Ouest, le Donald, qui déclare que les Européens sont des ennemis, que le Brexit est une grande chose, qui sanctionne l'acier européen, qui crache sur l'OTAN, sur l'ONU, sur l'Union européenne et les traités de libre-échange, son ambassadeur en Allemagne qui déclare son soutien aux extrêmes droites populistes européennes, en Allemagne même. Xi Jinping, lui, il ne se sert pas des hackers, il ne se sert pas des droits de douane, il n'a pas besoin. Il lui suffit de se servir de ses 3 500 milliards de réserves de change et des sociétés contrôlées, nationales, pour acheter pièce par pièce les fleurons européens, en commençant par les pays les plus faibles, qui bradent leurs ports, leurs aéroports, leurs terres agricoles, leurs secrets industriels. Il n'y a plus besoin d'espionnage technologique comme avant, il suffit de racheter les sociétés. Je passe sur les Erdogan, le califat, les groupes islamistes et quelques autres qui, comme vous le savez, ne nous veulent que du bien. Pourquoi est-ce qu'ils se gêneraient, tous ces gens-là ? Puisque chez nous, et j'évoque maintenant les périls intérieurs, la 5e colonne est à l'assaut, qui ne rêve elle aussi que de disloquer l'Europe. Les Salvini, vous vous souvenez de la phrase fantastique « La chute du viaduc de Gênes est due à l'Europe ». Les Orban, les Kaczynski, les May, qui sont au pouvoir. Ceux qui pourraient y participer bientôt, les extrêmes droites et les extrêmes gauches allemandes, hollandaises, finlandaises, bulgares, grecques. Et enfin les séparatistes, catalans, flamands, italiens et d'autres. Si l'on ajoute les braises pas encore éteintes de la crise de 2008, qui a déclenché en grande partie cette crise européenne que nous voyons aujourd'hui, l'insoluble problème des migrations, les quasi-guerres de religion en Europe entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud sur les politiques budgétaires, entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest sur les politiques de l'asile, ça fait beaucoup. Nietzsche avait cette phrase terrible et peut-être prophétique, « L'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau ». La question qui devrait se poser devant tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si l'Union européenne est proche du tombeau, c'est de savoir pourquoi elle n'a pas déjà disparu. Et par conséquent, je vous propose de passer maintenant à la partie optimiste. Si l'Europe a tant d'ennemis, oui, c'était temps. Si l'Europe a tant d'ennemis, c'est qu'elle n'est peut-être pas aussi négligeable et aussi moribonde qu'on ne le croit. Et que les temps ne sont peut-être pas aussi graves qu'on ne le croit. J'entends souvent dire, et c'est sans doute vrai, que le krach de 2008 est une des principales origines de la crise européenne, qu'elle est comparable par son ampleur à la crise de 29. 10 ans après la crise de 29, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, Staline et Hitler, et l'Europe suicidée. 10 ans après la crise de 2008, il n'y a de guerre entre les grands pays que commerciale.
Il y a Poutine, qui est tout de même, malgré ce que j'en pense, moins pire que Staline, et il y a Trump, que personne n'imagine bien entendu comparer à Hitler. Et il y a une Europe qui va de crise en crise, qui fait du surplace, mais qui à ce jour n'a pas disparu, ni sous les bombes, ni même comme institution. La situation est donc sérieuse, mais elle n'est pas désespérée. Quelles sont nos responsabilités ? La première, c'est d'identifier le principal danger aujourd'hui. En 1990, vous vous souvenez sans doute, Francis Fukuyama pouvait écrire un livre qui s'appelait « À la fin de l'histoire », dont le thème était, en gros, « Les démocraties libérales ont gagné contre les totalitarismes ». Et c'était bien l'image de ce XXe siècle. Vous savez, les siècles restent dans la mémoire des peuples, reliés aux événements principaux qui s'y sont déroulés. Le XVIe siècle, c'est le siècle de la Renaissance et des guerres de religion. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de l'absolutisme et de l'instauration de l'ordre westphalien en Europe. Le XVIIIe, c'est le siècle des Lumières. Le XIXe siècle, c'est la révolution industrielle et la domination coloniale du monde par l'Europe. Il est certain demain que dans les livres d'histoire, le point marquant que l'on retiendra du XXe siècle, c'est la lutte d'un siècle, la lutte mortelle entre les démocraties libérales, et elles ont failli périr plus d'une fois, et les totalitarismes. Fukuyama avait raison, on s'est beaucoup moqué de ce titre à l'époque, mais Fukuyama avait mis un point d'interrogation dans ce titre, La fin de l'histoire. Et ce qu'il y avait dans ce livre, parce que beaucoup se sont moqués de lui à cause du titre, mais il n'avait pas lu son livre. Et son livre, en définitive, il avait à 90% raison. Et il avait raison de mettre un point d'interrogation. Mais en 30 ans, les choses ont bien changé. Et on peut se demander aujourd'hui si nous ne sommes pas les derniers libéraux dans un monde illibéral. Ce qu'il y a de pire aujourd'hui chez Trump, ce n'est pas qu'il affaiblisse le soft power des États-Unis. Après tout, c'est son problème. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'il entraîne un déclin du soft power démocratique tout court. C'est qu'il entraîne, avec son populisme isolationniste, couplé à la montée en puissance de la Chine et des émergents, de la crise de 2008, ce qu'il entraîne, c'est un déclin de l'idéal démocratique. Il n'est pas le seul, bien entendu, à l'entraîner, mais il y contribue pour beaucoup, et d'une aspiration nouvelle et quasi universelle à l'autoritarisme, y compris là où on pensait que c'était devenu impossible, c'est-à-dire en Europe. C'est la raison pour laquelle nous avons une grande responsabilité lors des élections européennes à venir. Macron explique que l'enjeu sera l'affrontement des progressistes et des nationalistes. On peut dire aussi, comme Jean-Pierre Raffarin ce matin, des Européens contre les eurosceptiques, ou on peut dire aussi, une autre façon de voir les choses, comme je le disais il y a un instant, des libéraux contre les illibéraux. Mais c'est bien ça le sujet. Et permettez-moi une pensée qui risque de ne pas faire plaisir à tout le monde. Je suis loin d'être certain que dans ces élections qui seront un peu un référendum sur l'Europe, nos idées soient aujourd'hui majoritaires. Il va donc nous falloir du courage et il va donc falloir nous retrousser les manches. Et il va nous falloir aussi du discernement devant un chambardement politique comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Un parti qui n'existait pas il y a 2 ans, aujourd'hui ultra-majoritaire à l'Assemblée nationale, les 2 grandes forces d'alternance traditionnelles, moribondes pour l'une, écartelées pour l'autre. Les seules oppositions aujourd'hui sont les populistes. D'un côté, un castro-chavisme d'opérette, à l'idéologie archi-décédée, qui n'a pas daigné se rendre au Congrès à Versailles en juillet, ce qui donne une idée de son respect envers un Parlement qu'il dissoudrait immédiatement s'il devait un jour arriver au pouvoir. De l'autre, une extrême droite passée en quelques années du népotisme aux Atrides, dont le programme économique repose sur la farce des 2 € à usage interne et externe, et qui admire à l'étranger, c'est tout de même un comble dans ce parti dont le bréviaire a toujours été la dénonciation de la plutocratie et du communisme, qui admire à l'étranger un plutocrate américain et un ancien colonel du KGB. Où est-ce que nous nous situons ? J'ai le regret de vous le dire, aujourd'hui, pour le moment, dans un trou de souris. Notre espace traditionnel, celui qui est aujourd'hui compris entre En Marche et l'extrême droite, a non seulement rétréci, mais il est partagé entre nous, résolument européens, et des voisins, il y a 2 ans, j'aurais dit des alliés, majoritairement eurosceptiques. Et comme si ça ne suffisait pas, le petit espace qui nous reste à l'intérieur de cet espace est divisé en plusieurs chapelles. Frédéric, tu l'as évoqué ce matin, je ne les cite pas, nous les connaissons toutes.
Qu'est-ce qui reste à chacune de ces chapelles? Les derniers sondages, Frédéric Dabi, pas où il est passé, nous le disent cruellement. Aucune n'arrive au seuil où l'on a des élus, et peut-être pas même au seuil où l'on est remboursé. La première priorité d'agir, c'est de grandir et de convaincre tous ceux qui refusent le réflexe pavlovien du non à toute proposition du gouvernement de nous rejoindre dans une démarche située au-dessus de la moelle épinière. Nous ne sommes pas macroniens, mais nous disons oui quand c'est bien et non quand ça ne va pas. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas tout de grandir. Si nous n'arrivons pas à réunir un jour, d'une façon ou d'une autre, nos petites chapelles, sinon dans une cathédrale, Frédéric, comme tu disais ce matin, mais au moins dans une église de taille convenable, alors c'est notre famille humaniste, libérale, sociale et européenne qui pourrait être au bord du tombeau. J'espère que nous aurons la force et la sagesse d'éviter tout cela. Je vous remercie.